l'équité homme-femme, assurer l'équité entre les collaborateurs, c'est-à-dire faire pareil en fait, d'accord? Et transparente, bien sûr, le salaire est toujours accompagné du bulletin de paie. Et donc là, c'est un moyen assez transparent pour expliquer les détails de ce qui a été versé durant le mois aux salariés en termes de rémunération. Donc, elle a des objectifs antagonistes. Donc, pour l'entreprise, on a dit, elle augmente la motivation, elle permet d'améliorer la productivité, elle permet d'améliorer la compétitivité de l'entreprise. Pour le salarié, cette politique de rémunération doit permettre de satisfaire ses besoins, bien sûr physiologiques, de sécurité, d'appartenance, et de rester stable. Alors cette stabilité est très importante. Vous savez très bien que les collaborateurs ont des engagements et donc ce sont des engagements qui sont inhérents à leur rémunération. Donc ils doivent être payés à date régulière et dans des délais réguliers. Équitable. Équitable, c'est-à-dire homme-femme. On est payé pareil. Et transparente, c'est-à-dire que tout est expliqué clairement et en détail sur le bulletin de paie. Bien, alors, pour mettre en place la rémunération, les entreprises n'ont pas la liberté de mettre en place un système, d'accord? Ils ont des contraintes. Alors, les premières contraintes sont juridiques, bien évidemment, la loi, le code du travail ou le droit social. Vous avez des contraintes économiques, vous avez des contraintes sociales. Et, alors, je reviens, pardon, donc, des contraintes juridiques, donc la rémunération, elle doit respecter la loi en vigueur. Les contraintes économiques, c'est-à-dire que l'entreprise, elle doit faire, bien évidemment, attention à la constitution de sa rémunération en fonction de l'activité rémunérée, et bien évidemment des contraintes sociales que nous allons détailler. Alors, pour ce qui est des contraintes juridiques, donc l'existence, respecter le salaire minimum interprofessionnel garanti, égalité de la rémunération homme-femme, l'obligation de négocier périodiquement les salaires, c'est-à-dire que l'entreprise ne doit pas fermer la porte de la négociation. Elle peut refuser une augmentation de salaire, mais ne pas refuser la négociation d'un salaire. Ensuite, vous avez les contraintes. Alors, s'il vous plaît, excusez-moi, mais je vais revenir sur les contraintes juridiques. Peut-être que je vous laisse le temps de bien les visualiser. Donc, les contraintes, c'est le respect de la loi, notamment dans la détermination du salaire minimum interprofessionnel garanti, l'égalité de rémunération homme-femme et l'obligation de négociation périodique des salaires. C'est bon? Bien. Alors, je passe aux contraintes économiques. Alors, quelles sont les contraintes économiques? Elles peuvent se résumer ainsi. Donc, prendre en considération la situation du marché du travail. Vous n'avez pas le droit de payer plus qu'une autre entreprise ou moins qu'une autre entreprise. D'accord? Il y a des grilles à peu près généralisées, etc. Et il va falloir vous référer à ces grilles. Donc, vous ne pouvez pas payer plus qu'une autre entreprise du même domaine d'activité stratégique ou du même agabi que vous. Et la politique de rémunération des concurrents, d'accord? Ne payez pas plus que vos concurrents pour débaucher, si vous voulez, des salariés de la concurrence et les faire venir chez vous, d'accord? Donc là, c'est une contrainte. Et la prise en considération des ressources de l'entreprise. L'entreprise ne peut pas promettre un salaire qu'elle ne peut pas respecter sur le long terme, parce qu'un salaire est amené à évoluer, il n'est pas amené à régresser. Donc, lorsque vous promettez une rémunération, elle va toujours dans le sens de la croissance, d'accord? Donc, si vous n'êtes pas capable de verser la même rémunération à vos collaborateurs, ce n'est pas normal. Donc, il faudrait y réfléchir bien avant de proposer un salaire ou de proposer une forme de rémunération.
et la prise en considération des objectifs de l'entreprise. Bien évidemment, la rémunération, elle va en parallèle avec les objectifs. Vous pensez bien qu'il y a des salariés qui arrivent à dépasser leurs objectifs et d'autres qui arrivent juste à les atteindre de façon limite et d'autres qui ne les atteignent pas. Ils ne seront pas rémunérés de la même manière. Mais à ce moment-là, il va falloir se baser sur une forme spécifique de la rémunération que l'on va voir par la suite. Alors, les contraintes sociales. Alors, pour les contraintes sociales, je vais également parler de la CNSS, de l'AMO, l'assurance maladie obligatoire, d'accord? Donc l'entreprise doit supporter les charges sociales pour en faire profiter les salariés d'un certain nombre de prestations, notamment les allocations familiales, le congé de maternité, les retraites, les invalidités, etc. Donc une entreprise, elle ne va pas vous dire « je vais vous verser votre salaire », point. Non, il va falloir qu'elle remplisse ses obligations sociales, d'accord? Pour se protéger, protéger le salarié. Bien. Ça m'amène aux formes de rémunération. Alors, il y a 3 formes de rémunération que nous allons aborder. Alors, on trouve les salaires ou le salaire au temps, c'est-à-dire un salaire qui est lié au temps effectivement travaillé. Vous avez travaillé 10 heures, vous serez payé au prorata de 10 heures. Vous avez travaillé 60 heures, vous serez payé au prorata de 60 heures. Vous avez travaillé 120 heures, vous serez payé au prorata de 120 heures. Alors, c'est la forme la plus simple à calculer parce qu'il s'agit de calculer, de multiplier le taux horaire par le nombre d'heures effectuées et vous savez d'avance qu'est-ce que vous allez percevoir à la fin du mois. D'autres vont privilégier le salaire au rendement. Donc, ça sera lié à la production. Vous serez payé en fonction de ce que vous avez produit. Clair? Donc là, c'est salaire au temps, c'est le taux horaire multiplié par le nombre d'heures effectuées. Là, c'est le salaire au rendement, c'est la quantité produite multipliée par le coût de production, et puis ça fait, évidemment, ça vous fait votre salaire. Alors là, bien évidemment, il n'y a pas de surprise. Alors que ici, je vois un côté positif et un côté négatif. Donc le côté positif, c'est que quand l'entreprise met en place le salaire au rendement, c'est très motivant pour le salarié. Pourquoi? Parce qu'il va accélérer la cadence de travail. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il sera payé au prorata de sa production. Maintenant, s'il accélère la cadence de travail, il peut mettre en péril la qualité, il peut se fatiguer, il peut y avoir des détériorations de matériel. Donc, il ne faut pas non plus se dire « bon, je suis payé à la production, donc je vais produire au maximum ». Si vous produisez au maximum, vous vous fatiguez au maximum, vous usez plus rapidement les équipements et le matériel de l'entreprise. Donc, en fait, ce sont des choix qui vont se faire en fonction de l'activité même de l'entreprise et du contenu du contrat de travail initialement mis en place et proposé par l'entreprise et accepté par le collaborateur. Donc, pour essayer de profiter des avantages des deux, on va mettre en place le salaire à prime, qu'on appelle également le salaire au rendement. Alors, cette forme de rémunération, elle va combiner les 2 premières. C'est-à-dire que le collaborateur va percevoir un salaire au temps complété par une bonification liée à la production. Et donc, on parle de salaire mixte. Salaire mixte, salaire au rendement ou salaire aux rémunérations à prime. C'est pareil. Ce sont 3 choses identiques. Donc, 3 formes de rémunération. Salaire au temps, salaire au rendement, rémunération ou salaire à prime, salaire mixte ou, on a dit, un salaire au rendement, à prime ou mixte. D'accord? Donc, combien de formes? 3. Au temps, au rendement et mixte. Bien. Alors, voyons voir le salaire, évidemment, au temps. Ses avantages. Calcul facile, répond aux besoins de sécurité, applicable à tous les emplois. D'accord?
Vous pouvez même être médecin et travailler dans une clinique et être payé autant, c'est-à-dire en fonction du temps que vous avez passé pour intervenir. Très facile à calculer, donc le nombre d'heures travaillées multiplié par le taux appliqué, et il n'y a pas de mauvaise surprise. Et il répond aux besoins de sécurité. Pourquoi? Parce qu'on sait exactement ce qu'on va percevoir et donc on s'organise en fonction de ce que l'on va percevoir. Mais ça a des limites car pas de motivation, d'accord? Pourquoi? Parce que on peut meubler du temps quantitativement et on peut meubler du temps qualitativement. Donc le salarié est faiblement motivé. Absence de lien entre le travail et le revenu, d'accord? Donc quelqu'un qui passe une heure, qui travaille, et d'autres qui passent une heure et qui ne travaillent pas percevront le même salaire. Le salaire au rendement. Alors, le salaire au rendement, ses avantages, c'est qu'il stimule la productivité et il associe les coûts de la main-d'œuvre et la productivité. D'accord? Donc, main-d'œuvre, c'est-à-dire il associe le salarié à ce qu'il a produit. Par contre, faible qualité du travail, usure de l'outillage, on l'a dit, conflits sociaux, accidents, etc. Alors vous allez me dire pourquoi conflits sociaux? Eh bien, parce qu'il y en a qui travailleront beaucoup plus que d'autres et voilà, et ça ne fait pas plaisir quand il y a quelqu'un qui travaille plus que nous, d'accord? Et surtout quand on a un rythme réduit. Ok? Alors, on va voir le salaire à prime. Donc le salaire à prime, ses avantages, c'est qu'il constitue un compromis entre la garantie du salaire au temps et la recherche du rendement. Les limites, c'est qu'il est très difficile d'estimer l'apport du collaborateur dans la productivité. Donc des fois, enfin je ne dirais pas des fois, mais souvent, la prime, on n'arrive pas à la justifier parce que quand on est 4 personnes à travailler, eh bien, les primes ne sont pas pareilles. D'accord? Donc il est très difficile de déterminer la part de chacun dans la productivité. Bien. Alors, nous allons voir à travers la présente application, donc nous sommes chez l'ONDA, l'Office national des aéroports, qui a mis en place une nouvelle prime appelée prime de performance. Alors, rappelez-vous, nouvelle prime de performance, d'accord? L'objectif étant d'inciter et de sensibiliser le personnel à l'amélioration des résultats de l'entreprise et à la participation à son développement. Je vous laisse lire. Alors, REX, c'est le résultat d'exploitation, en fait. Donc, ils vont recevoir une prime qui s'élève à 2,25% du résultat d'exploitation. Donc, l'entreprise, quand elle va calculer son résultat d'exploitation, elle va en verser 2,25% à son personnel. Ma question est, quelle est la nouvelle prime accordée aux salariés de l'ONDA? Très bien. Dégager l'objectif recherché à travers l'octroi de cette prime. J'espère que vous avez bien retenu le paragraphe. Donc réponse, enfin, surprise, troisième question. En déduire la forme de rémunération et justifier votre réponse. Ah ben, j'imagine que vous avez déjà la réponse à la question 3. Mais nous allons vérifier ça. Donc la nouvelle prime accordée par l'ONDA, c'est une prime d'intéressement. Pourquoi? Parce qu'elle intéresse les collaborateurs aux résultats d'exploitation. Donc, ils savent très bien que s'ils sont productifs, ils vont dégager un excellent résultat d'exploitation sur lequel va être calculée la prime d'intéressement. Les objectifs de l'octroi de cette prime sont inciter et sensibiliser le personnel à l'amélioration des résultats. Alors très souvent, d'accord, dans les documents que vous aurez à traiter, les réponses sont dans le document. Donc ne vous inquiétez pas, ce ne sont pas des choses que l'on a devinées, mais que nous avons relevées de notre document. Et du coup, participer à la croissance de l'entreprise. Et donc la forme de rémunération, vous me dites? Bien, c'est une rémunération au mérite, elle est individualisée, c'est une rémunération à prime et parce qu'elle est liée aux performances des collaborateurs.
Bien. Alors, les formes de participation, ce qui m'amène à la participation. Donc l'intéressement est une forme de participation. Pourquoi c'est une forme de participation? Parce qu'on participe au résultat de l'entreprise. Donc l'entreprise peut mettre en place un système très motivant, d'accord, qui va fédérer les salariés autour de mêmes objectifs, mais on va quand même les rétribuer, on va les récompenser. Alors les formes de participation sont des formes qui vont motiver le personnel, vont le responsabiliser en l'associant à la bonne marche de l'entreprise et aux performances réalisées. C'est-à-dire que lorsque l'entreprise est performante, c'est grâce à ses ressources humaines. On est bien d'accord. Donc, si l'entreprise fait adhérer ses collaborateurs aux résultats de l'entreprise, vous pensez bien qu'ils ne vont pas lésigner sur leurs responsabilités pour apporter au maximum leur contribution pour l'amélioration des performances de l'entreprise. Donc, les formes de participation sont l'intéressement, la participation aux résultats de l'entreprise, le plan d'épargne de l'entreprise et les stock options. Je vous laisse noter. Donc, l'intéressement, la participation aux résultats de l'entreprise, le plan d'épargne de l'entreprise et les stock options. Bien. Alors, je vais commencer par l'intéressement. Alors, c'est une formule qu'on se met d'accord déjà pour les primes, d'accord, ou pour la participation ou l'intéressement. On se met d'accord, il n'y a rien d'obligatoire pour l'entreprise. D'accord? C'est au bon vouloir de l'entreprise. D'ailleurs, c'est négocié dans les conventions collectives. D'accord? Donc la formule, elle est facultative, mais elle concerne tous les salariés, contrairement à la participation aux résultats, qui ne va concerner que les cadres. Donc l'intéressement concerne l'ensemble des salariés de l'entreprise. D'accord? Donc, elle s'applique aux résultats, les gains de productivité et sur d'autres critères de progrès. Par exemple, je ne sais pas moi, un salarié qui, avant de partir, va éteindre la lumière, couper l'air conditionné, qui va prendre soin du matériel, etc. Il fait gagner de l'argent quelque part à l'entreprise. Donc, il va profiter de l'intéressement. Alors que la participation, c'est la participation aux résultats. Et donc, elle est accordée au cadre de l'entreprise, comme vous allez le voir. Et bien évidemment, c'est ce qui va leur permettre, d'accord, de motiver leurs troupes, d'accord, de motiver leurs partenaires au sein de l'entreprise. Donc, elle est bien évidemment calculée sur les bénéfices, d'accord, elle est promise au cadre, d'accord, c'est-à-dire aux décisions tactiques et stratégiques de l'entreprise, d'accord, en combinaison avec, bien évidemment, un critère d'ancienneté. Donc, qui dit ancienneté dit effet d'expérience, donc automatiquement, on va accorder une participation aux résultats de l'entreprise. Parce que qui dit ancienneté dit expérience dit gain de productivité. Vous vous rappelez, on avait vu ça dans les facteurs clés de succès de l'entreprise. Eh bien, il y a l'effet d'expérience, on le retrouve ici en gestion des ressources humaines. Donc, on a l'intéressement, participation aux résultats. Maintenant, je vais passer au plan d'épargne entreprise. Alors, qu'est-ce que le plan d'épargne entreprise? Alors, c'est une épargne salariale. Alors, c'est quoi l'épargne salariale? Ça veut dire que l'entreprise va vous proposer d'épargner pour vous de l'argent, d'accord, qu'elle va vous restituer après la durée que vous avez décidé ensemble, d'accord. Bien sûr, c'est un argent qui est rémunéré, et qui vous permet d'accéder, par exemple, à une acquisition de vie. Par exemple, votre première voiture, votre premier logement, un mariage, une naissance, subvenir, par exemple, à la scolarisation de vos enfants dans une école supérieure, par exemple. Donc, au lieu de mettre l'argent ou de placer l'argent dans une banque, les entreprises peuvent vous proposer ce plan d'épargne, d'accord, qui est rémunéré.
OK? Alors, souvent, après négociation, vous pouvez négocier une augmentation de salaire. Cette augmentation ne sera pas effective dans votre poche, mais elle sera effective sur votre bulletin de paie. Mais la différence, elle est passée où? Elle est passée dans le plan épargne entreprise. Alors, ce plan épargne va permettre à chaque salarié de se constituer un capital, d'accord, avec l'aide de son entreprise. Alors, généralement, quand on se constitue un capital, donc on pense souvent à mettre de l'argent à la banque ou des bas de laine, ou je ne sais pas moi, investir dans un terrain, ou acheter d'autres valeurs, etc. Mais là, les entreprises, non seulement elles vont vous permettre d'épargner de l'argent, et c'est un argent qui est rémunérée, bien évidemment, parce qu'elle l'utilise. Donc, au lieu d'aller faire des dépassements à la banque, etc., elle va utiliser cet argent. Donc, c'est un rapport gagnant-gagnant. Et plus que ça, le plan d'épargne entreprise va permettre de stabiliser et de maintenir le collaborateur au sein de l'entreprise. Vous suivez un petit peu la logique? Alors, quand on parle d'intéressement, alors l'intéressement, bien sûr, c'est une prime qui va être versée à la totalité des collaborateurs par rapport à leur comportement, par rapport à la production, mais à d'autres comportements qu'ils pourraient arborer au sein du travail. On a la participation, participe au résultat, donc on fait participer les cadres aux résultats de l'entreprise, et vous avez le plan d'épargne. Alors, dans les deux premières formules, ça reste de l'argent. Et même la concurrence peut donner de l'argent aussi, d'accord? C'est-à-dire qu'on peut négocier ailleurs un nouveau travail et avoir de meilleures propositions et partir, d'accord? Mais pour le plan d'épargne, moi, à mon avis, c'est quand même un système qui permet de maintenir. Parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, en introduction, on avait vu que la gestion des ressources humaines, c'est l'ensemble des actions qui tendent à attirer, donc recruter les meilleurs, et maintenir. Donc on a mis l'accent sur maintenir. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, les collaborateurs sont les ressources fondamentales de l'entreprise. Ce sont des ressources sur lesquelles l'entreprise a beaucoup investi. Investi en termes de formation, d'adéquation par rapport aux objectifs de l'entreprise, a investi également pour les rendre partie prenante de l'entreprise. Il y a de l'ancienneté, de l'expérience qui se sont établies. Et donc, ça n'est pas du tout intelligent de les laisser partir. Donc, la meilleure façon, c'est de mettre en place un plan d'épargne entreprise. Donc, pour l'instant, le plan d'épargne entreprise est proposé à la totalité des salariés, comme l'intéressement. Donc, l'intéressement et le plan d'épargne entreprise, c'est destiné à l'ensemble des collaborateurs. La participation et les stocks options sont destinés aux cadres, aux dirigeants. Stock options, c'est l'actionnariat salarié aussi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un plan d'options d'achat d'actions qui sont destinés à associer les cadres dirigeants au développement de l'entreprise. Vous allez me dire, ouais, c'est long ça. Eh bien, ça va être très très court. Lorsque vous recrutez un directeur ou un responsable produit ou un responsable d'unité, etc., vous pouvez lui affecter des parts de l'entreprise, donc des actions de l'entreprise. Il va détenir ces actions comme n'importe quel porteur du capital de l'entreprise. Et donc, bien évidemment, il va percevoir des dividendes. Vous me suivez? Il va percevoir des dividendes. Qui perçoit les dividendes? Bien, les apporteurs de capitaux. Donc, si je suis apporteur de capitaux, donc j'attends des dividendes. Mais si je suis dirigeant dans l'entreprise et que je possède des actions, alors ce verbe posséder, je vais le détailler par la suite. Et si on me confie des actions, ça veut dire que je vais percevoir des dividendes. Donc, je vais fatalement être productif, je vais être compétitif. Alors, pourquoi posséder, entre guillemets? Parce qu'en fait, je ne détiens ces actions que pendant
l'exercice de mes fonctions au sein de l'entreprise. Si jamais je suis amené à quitter l'entreprise, je dois restituer ces stock options. Vous me suivez? Donc, les stock options sont un paquet d'actions, va vous être confié, va vous être donné, prêté, tant que vous êtes salarié de l'entreprise. Si vous quittez l'entreprise, vous devez les restituer. D'accord? L'objectif, c'est quoi? L'objectif est de fidéliser et de motiver les salariés. Donc, dans cette deuxième partie, nous avons vu les formes de participation. Alors, les formes de participation, on a dit, on a vu l'intéressement, le plan épargne entreprise qui sont destinés à l'ensemble des salariés et on a vu la participation aux résultats et les stock options qui sont destinés aux dirigeants et aux cadres. Bien, alors je voudrais juste conclure sur une chose. Quand on est salarié de l'entreprise, des fois, les entreprises ouvrent leur capital et une partie de leur capital à leurs collaborateurs. D'accord? Donc, les collaborateurs peuvent acheter. Et là, on ne parle pas de stock options. Ça veut dire que le collaborateur a effectivement acheté des parts dans l'entreprise et qu'il va percevoir des dividendes. Je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite bon courage et bonne continuation. باش نزيدو نحاصروا هذا الفيروس ونتهنوا منه دغيا